La radiodiffusion télévision française vous invite à écouter l'émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Aujourd'hui, présentation de la nouvelle série, mise en onde par Georges Godbert. Mes chers amis, nos entretiens du vendredi sont donc terminés. Mais maintenant que j'ai pris l'habitude de vous dire, mes chers amis, c'est absolument impossible pour moi de vous appeler autrement. D'ailleurs, vous m'avez donné tellement de preuves d'amitié, je serais bien ingrate si je changeais ma façon de vous appeler. Nous allons donc prendre nos travaux dramatiques. J'ai pensé qu'il était peut-être plus intéressant pour vous et plus profitable pour mes élèves, au lieu de prendre une pièce et de l'étudier complètement pendant un certain nombre d'émissions, de choisir des scènes et de leur faire travailler ces scènes en 2 ou 3 ou une leçon suivant l'importance de la scène ou suivant le nombre d'observations que j'ai à leur faire pour qu'ils arrivent à la perfection désirée. Perfection est un grand mot, mais enfin, étant donné leur zèle, servons-nous de ce mot. Pour les scènes, je les laisse libres du choix. Je crois que, comme ce que vous ai dit pour le sujet du roman, le sujet de la scène qui choisit, c'est déjà une indication sur ce qu'il désire faire. Je sais bien que ce procédé va à l'encontre de ce que j'ai souvent dit, c'est-à-dire qu'il faut travailler les choses qui vous sont difficiles. Et je pense qu'il est tout naturel qu'ils choisissent plutôt des choses qui coïncident avec leur sensibilité et des choses qui leur seront faciles. Mais néanmoins, donnons-leur cette satisfaction pendant quelque temps. Quelques-unes de mes élèves qui savaient que j'allais donc faire reprendre le cours en donnant des scènes et non point une pièce, qu'on travaillerait du commencement à la fin, m'ont soumis des textes qu'elles avaient envie de travailler. Et j'ai refusé ces textes. Il y avait entre autres une très jolie pièce de Jules Renard qui s'appelle « Le plaisir de rompre ». Je me rappelais parfaitement ce qu'était le thème de la pièce et même certains développements, mais je ne me rappelais ni l'écriture ni le détail. J'ai donc relu cette pièce à son intention et à la vôtre, et j'ai conclu par le fait que je ne voulais pas lui faire travailler cette scène. En effet, c'est très très loin de la perfection de Renard dans son journal, qui est à mon avis son œuvre capitale, même du roman qui est Poil de carotte, de la pièce qui est Poil de carotte. C'est dans somme une espèce de petite comédie bourgeoise. Évidemment, elle porte la griffe de ce grand écrivain, mais malgré tout, elle est très au-dessus de ses œuvres habituelles. Et ce que je désire surtout que mes élèves travaillent, et je pense que vous serez d'accord avec moi, ce sont de grands textes. Ce sont des textes de la haute époque ou alors des morceaux lyriques qui auront leur importance et pour leur éducation et pour notre agrément. Je les ai donc beaucoup incités à choisir des textes classiques, à choisir des pièces de Shakespeare, c'est-à-dire à ce que nous entrions en somme dans de grands sentiments. Je pense qu'il n'y a pas intérêt à leur faire travailler la comédie bourgeoise et je pense que vous serez d'accord avec moi. C'est un genre que je n'ai jamais beaucoup aimé, quoique j'en ai été l'interprète pendant de longues années. Et je pense maintenant, avec le théâtre de Monterland, avec ses reprises en effet très brillantes du théâtre classique, et ces belles reprises aussi des comédies de Molière, qui touchent au général donc à un grand genre, qu'il n'est pas bon de faire des efforts sur des textes de seconde qualité. Il y a un autre souci qui me guide aussi. Étant donné que, vous le savez, je vous l'ai répété tant de fois, l'art du comédien consiste dans la possibilité d'une identification totale au personnage. Est-ce qu'il n'y a pas profit à entraîner les élèves vers de grands sentiments, quand bien même ce seraient des grands sentiments coupables? Mais j'aime mieux voir un comédien travailler Richard III et méditer devant nous comment il va assassiner ou comment il va supprimer ses neveux, comment il va épouser la fille. J'aime mieux tout ça que de les voir patauger dans des sentiments moyens. J'espère que vous serez de mon avis. Pour arriver à cette identification au personnage, je leur ai indiqué la nécessité de faire ce que j'appelais des exercices de sensibilité. Je vais vous rappeler en quoi ça consiste. Parce que comme vous allez m'entendre plusieurs fois faire allusion à ça, quand je vais leur donner leur leçon, vous saurez exactement ce que c'est et vous pourrez même, vous-même, vous qui vous intéressez beaucoup à l'art dramatique, les essayer pour votre propre compte. C'est assez intéressant. Eh bien, cela consiste à s'imposer d'exprimer un sentiment simple d'abord, comme la colère, mettons, puis un sentiment
qui devient de plus en plus riche en ramifications, colère jalouse, colère revendicatrice, colère humble, colère au contraire orgueilleuse, je vous cite ceci en exemple, et nous pourrions prendre ainsi tous les sentiments humains en les ramifiant les uns aux autres, sans texte, c'est-à-dire à éveiller le sentiment en eux et à le traduire par des mots à eux et des gestes. Je crois qu'il y a là un assouplissement, une façon de briser la prison que nous sommes à nous-mêmes, si bien que lorsque nous sommes dans la nécessité d'épouser le sentiment que l'auteur nous propose, il y a entre nous comme une lévitation plus facile. Une lévitation qui devient au fur et à mesure où nous exerçons notre art et notre métier de plus en plus aisée à condition, il faut bien le spécifier, que notre métier soit riche. Un métier riche, c'est d'une part ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire une identification au personnage de plus en plus aisée, de plus en plus nombreuse, et en même temps une virtuosité telle que nous ne sommes pas arrêtés par le mot. Car la grande erreur qu'on commet à propos de notre art, c'est de croire que le mot nous aide. Or, le mot, c'est l'obstacle que nous avons à vaincre. Car enfin, ce mot, ce n'est pas nous qui l'inventons, il nous est imposé par l'auteur, et au moment où nous avons à l'articuler, si nous n'avons pas un métier extrêmement riche, une articulation, une accentuation, une respiration, un timbre de voix assez souple, et dont nous sommes assez maîtres pour qu'il brûle en somme l'obstacle que constitue le mot, nous sommes arrêtés. J'ai souvent cité, par exemple, pour que les auditeurs puissent se rendre compte à quel point ceci est vrai, l'expérience suivante: demander à quelqu'un qui n'a jamais joué la comédie de jeter un cri de peur, un cri d'amour, un cri de haine. Le cri sera parfaitement juste, aussi juste que le pousserait n'importe quel grand comédien. Mais trouver dans un livre, trouver dans une pièce, le texte qui se rapporte à ce sentiment, faites-en lire quelques lignes par la personne qui a si bien poussé le cri, et immédiatement le texte sera dit de façon fausse. Pourquoi alors juge-t-on si aisément, si facilement? Pourquoi tout le monde s'arroge-t-il le droit de dire tel joue bien, tel joue moins bien, alors que très souvent ils disent juste, mais très souvent ils se trompent? Eh bien, je crois que la liberté qu'on a vis-à-vis de notre art, c'est que notre truchement est la parole. Et que comme tout le monde parle, tout le monde se croit de juger les gens qui en somme exercent leur art en parlant. Mais il faut bien se dire qu'entre la parole, le ramage quotidien, et ce qu'est la façon dont parle le comédien, il y a un monde. Et ce monde est un espace immense qui n'est comblé justement que par la richesse du métier. Il ne faudrait pas qu'on croie, ce qui est quelquefois la tendance de certains qui entendent discuter de l'art du comédien, que le fait d'être maître de soi, ce qui est indispensable, qu'on nous délivre de l'idée qu'il faut que le comédien soit dans des transes, qu'il faut que le comédien soit en délire, tout ceci est faux, tout ceci est une vue romantique et purement sensuelle de cet art, qui, comme tous les arts, relève avant tout de l'intelligence. Évidemment, une illumination qui est le don précède toujours ce que le comédien invente. Mais plus le comédien, je ne dis pas une intelligence générale, mais l'intelligence de son art, plus il sera appliqué, plus il aura un métier riche et meilleur comédien il sera. Et ceci ne signifie nullement la froideur. On croit par exemple qu'un comédien qui exprime un sentiment délirant est un comédien qui est plus sensible qu'un comédien qui exprime un sentiment calculé. Eh bien, c'est absolument faux. Car le but poursuivi est à l'opposé, mais les moyens dont nous nous servons pour atteindre à ce but sont les mêmes. Identification au personnage, fidélité à l'auteur, mise en œuvre d'un métier riche. Et quand on parle de Kean, ou désordre et génie, eh bien ça veut tout simplement dire qu'il y avait des soirs où il avait trop bu, mais ça n'a rien à voir avec l'art. En somme, il faut bien constater qu'à notre époque, on a peur de l'intelligence. Et pourquoi? Parce que nous sommes à une époque de décadence, il faut bien le reconnaître. Les époques où il semble que tout ce qui est uniquement sensuel ou sensible, ce qui est quelquefois pareil, doit avoir le pas sur ce qui est commandé par l'intelligence, est une époque de décadence. Il est certain que quand on lit une tragédie de Racine, l'émotion qu'elle nous inspire n'est pas celle que nous inspire, par exemple, une pièce comme Les Deux Gosses.
L'émotion que nous ressentons, que des gens simples ressentent en voyant jouer les deux gosses, c'est une émotion, je dirais, du premier degré. C'est une émotion communicative en disant ces pauvres enfants, qu'est-ce qu'on leur fait, ou cette pauvre femme, on lui a pris son enfant. Ça n'a absolument rien à voir avec l'art. Quand nous voyons jouer Andromaque, l'émotion que nous éprouvons est une émotion d'ordre esthétique. Nous sommes émus par la beauté, nous ne sommes pas émus par la situation. Et c'est ceci, c'est ce point de vue, je ne dirais pas intellectuel, mais malgré tout, je dirais, ce point de vue qui suppose la surveillance de soi dans le plus grand délire, j'estime que cette surveillance de soi, elle est indispensable dans notre art. Le paradoxe du comédien est vrai, il est inexact, il est faux qu'un comédien, un grand comédien, s'abandonne jamais. Je crois vous avoir raconté dans d'autres circonstances à quel point j'ai vu Madame Réjeanne régler son jeu, recommencer soir après soir ce qu'elle avait décidé. J'ai vu la même chose chez M. Guitry, j'ai vu la même chose chez Madame Sarah Bernard, j'ai vu la même chose chez M. Coquelin, j'ai vu la même chose chez M. Mounet-Sully. Ces grands acteurs jouaient des emplois extrêmement différents, mais les sentiments opposés qu'ils avaient à traduire, ils les traduisaient toujours par les mêmes moyens. Et ce sont ces moyens-là que je vais tâcher de développer chez les jeunes gens confiés à ma garde. Vous venez d'entendre la présentation par Madame Simone de sa nouvelle série consacrée à l'art du comédien, propos et pratiques. Émission mise en onde par Georges Godbert. Nous rappelons aux jeunes comédiens et aux auditeurs qui s'intéressent à l'émission de Madame Simone que les séances de travail ont lieu chaque jeudi à 13h45 précise au Club d'Essai, 37 rue de l'Université, métro Bac ou Solferino. Tous renseignements concernant les conditions d'admission leur seront communiqués sur place.